Mais j'ai très vite compris qu'ils allaient soigner ma maladie. J'ai eu aucun doute là-dessus, mais par contre, j'ai aussi très vite compris que probablement ils n'allaient pas soigner la malade que j'étais. On a tous ces ressources et ces potentiels en nous, en fait. Tu vois, tu vas pouvoir réparer quelque chose. Et là, je me suis dit, mais réparer quoi au juste ? Ils me disent, mais enfin quand même, t'étais enfermée dans une chambre, tu vomissais, t'avais de la chimio, tu peux pas dire que là, maintenant que t'es chez toi, entourée de tes hommes, que tu peux te reposer, que tu es moins bien. Eh ben si, je peux le dire, si. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quel bonheur de reprendre le podcast après presque 2 mois d'arrêt pour cause de 3e stop de ma reconstruction mammaire. Alors aujourd'hui, c'est Fabienne épisode 2. Il ne faut pas avoir écouté l'épisode 1 pour comprendre celui-ci, mais je vous le conseille vivement parce qu'il était magique. Dans l'épisode 1, elle nous explique toute la maladie, l'annonce, les traitements, ce long parcours qui a duré 3 ans, la chambre stérile, les chimios de dingue, l'aplasie, l'urgence, sinon elle perdait la vie. J'en ai appris des choses sur ce type de cancer. Et j'étais éblouie par sa manière de voir les choses, par son attitude face à cette bombe qui lui tombait dessus. Son pronostic était très défavorable. Elle avait 1 chance sur 1 million de trouver un donneur de moelle. Eh bien, pour elle, 1 chance sur 10 ou 1 chance sur 1 million, c'est kiff bourricot, c'est une chance quand même. Fabienne n'a jamais cessé de croire. Elle nous dit « Tout le monde veut guérir, mais est-ce qu'on y croit vraiment ?» Dans l'épisode 1, elle nous lit avec beaucoup d'émotion sa lettre au donneur, et je vous dis pas mes émotions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle va nous parler de 3 pôles. Le corps, et donc les sensations, le cœur, et donc les émotions, et le cerveau, et donc les pensées. On prendra le temps de parler de la guérison des 3, le cœur, le corps et le cerveau, ainsi que la cohérence entre les 3. Bon, j'avoue que j'adore comment elle explique le fonctionnement des 3 parties du cerveau, et surtout comment on peut s'aider soi-même quand la peur surgit, comme celle de la récidive, celle des scans, celle des examens chaque année. Franchement, je pense que je n'ai jamais entendu quelqu'un qui donne une explication aussi claire et imagée du fonctionnement du cerveau dans le cadre de la maladie. Elle nous offre une réelle boîte à outils que je rebaptise boîte à trésors, trésors que nous avons tous en nous, mais parfois on oublie. Eh bien, aujourd'hui, elle les met en lumière tout en nous disant que les outils qui l'ont aidé ne vont peut-être pas aider tout le monde. Personnellement, je trouve que ce sont toutes des ouvertures possibles, des choses à essayer. Ces outils sont tout simples et à la portée de tout le monde. Elle va nous parler de visualisation, de pensée positive, de formater son cerveau, de blessures d'enfance, de la guérison du cœur, de thèmes que nous connaissons tous et dont nous avons entendu parler à maintes reprises. Mais avec Fabienne, c'est différent. J'adore ses exemples concrets, ses images fortes, la manière dont elle explique, c'est tellement rafraîchissant. Et ce que j'aime dans toute sa démarche positive, c'est qu'elle ne nie en rien la difficulté du réel. Elle le dit. La maladie met tout à mal. Mais nous avons les outils, des trésors, des ressources. Et merci à elle de nous dévoiler tout le travail remarquable qu'elle a fait. On parlera aussi de ces termes « retour à la vie d'avant »,« retour à la vie normale ». Bon, à ma manière de les prononcer, vous avez compris que je ne suis pas fan de ces termes. C'est quoi une vie normale, en fait ? Elle parlera du post-cancer, du chaos après la tempête, de la peur de la rechute, de ce fameux flou identitaire. Qui suis-je moi après ce fameux tsunami ? Elle parlera du vide, de la réadaptation sociale, de ce terme rémission qu'on peut entendre comme remission, nouvelle mission, de ces mots qu'elle transforme comme la chambre stérile, prison ou cocon. Tout est une question de perspective. Merci à Fabienne pour ce magnifique 2e épisode. Merci pour cet espoir et ce positivisme si contagieux. Bonne écoute. Bonjour Fabienne. Bonjour Delphine.
Ben, écoute Fabienne, merci 1000 fois d'avoir accepté ma deuxième invitation. Quand même, c'est une grande première. Ah, il y a Géraldine aussi qui est venue témoigner 2 fois. En fait, on a enregistré il y a 10 jours, quelque chose comme ça. C'est ça, voilà, une petite semaine, oui. Exactement. Et puis, on est arrivé à 1 heure d'enregistrement. Et puis, je me suis dit, ah mais non, mais là, il faut absolument refaire un deuxième podcast. Et donc voilà, je repasse un petit peu en revue, en fait, ce premier épisode que je conseille vraiment à tout le monde, en fait, qui est l'histoire, on va dire, la vie de chenille, de Fabienne, parce que sur son livre, c'est de chenille à papillon. Et donc, en fait, c'est toute l'histoire de l'hospitalisation en urgence, les chimiothérapies, la greffe de moelle osseuse. Mais, je veux dire, c'est pas que l'histoire factuelle, évidemment, c'est toute son histoire de résilience, toute cette manière extraordinaire que tu as de transformer l'obstacle en tremplin, cet optimisme sans faille, cet espoir. Alors là, c'est vraiment le podcast c'est comme une injection à haute dose, d'espoir. Et alors, ce qui me frappe aussi dans toute cette histoire, c'est la force de ton mental, cette croyance permanente que tout ira bien, sans pour autant nier ta finitude, nier la difficulté du réel. Donc, c'est vraiment ces 2 pensées qui peuvent paraître complètement contradictoires, cohabitent parfaitement bien, en harmonie, on va dire. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va passer à ce que tu as appelé dans ton livre la boîte à outils. On en a un petit peu parlé la fois dernière. Alors, si je peux me permettre de dire quelque chose, boîte à outils, boîte à trésors. Parce que finalement, oui, ce sont des outils que tu nous donnes et c'est une valeur inestimable de ce que tu nous offres, de tous ces outils. Mais en fait, ce sont des trésors que nous avons au fond de nous. Et donc, voilà, c'est des outils trésors et je pense que tout le monde n'est pas conscient de tous ces trésors qu'on a au fond de nous et toi, tu les mets vraiment en lumière. Et donc, si c'est OK avec toi, on va commencer par cette phrase de Platon. Et aussi, si c'est OK encore avec toi, de suivre un peu le cheminement de ton livre aussi, où tu parles de cette boîte à outils, tu parles de ta vie de chrysalide, tu parles des médecines douces, tu parles du retour à la vie normale. Alors, c'est quoi la vie normale, en fait, C'est quoi la vie normale? Est-ce qu'on récupère notre vie d'avant? Et puis, tu parles de l'après-cancer, sujet vraiment important, le chaos après la tempête. Et puis, quand enfin tout s'éclaire. Donc, ça, c'est le papillon qui s'envole, j'imagine. Et donc, voilà. Merci vraiment, Fabienne, parce que c'est vraiment précieux. Et si c'est OK avec toi, j'aimerais lire la phrase de Platon que tu reprends dans ton livre. On ne peut guérir la partie soignée sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme. Et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui de séparer l'âme et le corps. Platon disait déjà ça il y a fort longtemps, tu vois, fort longtemps. Disant, oui. Moi, j'ai très vite compris et j'ai eu vraiment confiance envers le corps médical parce que c'est quand même le pilier, la médecine, on est d'accord. Mais j'ai très vite compris qu'ils allaient soigner ma maladie. J'ai eu aucun doute là-dessus. Mais par contre, j'ai aussi très vite compris que probablement ils n'allaient pas soigner la malade que j'étais, en fait. Distinction importante, oui. Distinction importante pour moi. Et c'est là où je me suis dit, oui, tu vas te laisser aller, en fait, pendant les traitements. On te dit, c'est tel protocole, c'est tel chimio. OK, très bien, tu fais tout ce qu'on te dit. Vous serez hospitalisé 4 semaines. Ensuite, vous rentrez chez vous. Voilà, tout ça, très bien. Sauf que très vite, t'as quand même envie de faire quelque chose. Et c'est pour ça que je parle de devenir acteur de sa guérison. Tu n'es pas celui qui va trouver les bons médicaments, qui va guérir ta maladie, mais tu es celui ou celle qui va pouvoir guérir la malade que tu es. Et ça, c'est fondamental pour moi. D'où ma petite boîte à outils. D'où ta petite boîte à outils où tu fais vraiment une distinction entre esprit, corps et cœur. Alors là, quand je t'entends dire ça, en fait, soigner la malade, j'ai l'impression que tu fais peut-être que je me trompe, mais en fait, référence à des blessures peut-être psychologiques oui. ou aussi... En fait, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ces 3 aspects, esprit, corps et cœur, parce que la guérison de l'esprit, je l'ai très fort ressenti dans le premier épisode, c'est toutes ces pensées positives, c'est la visualisation, c'est la force de l'intention. Et alors là, le cœur, est-ce que c'est soigner la malade alors? En fait, c'est ça que tu veux dire? Alors, je crois que la malade, en fait, c'est un peu l'âme. Et donc, c'est justement cette cohérence. La malade, c'est comme dit Platon, c'est le tout de l'âme. C'est-à-dire ton esprit à travers tes pensées, ton corps, mais à travers tes sensations, et ton cœur à travers tes émotions. Et ces 3 choses. Attends, est-ce que tu peux juste répéter ça? Oui, répète-le doucement parce que ça, je trouve ça fantastique. Donc, vas-y.
Ton esprit. Alors l'esprit, c'est-à-dire tes pensées, ton corps, c'est-à-dire tes sensations, et ton cœur, tes émotions. Oui. Alors pour moi, je suis intimement convaincue que quand ces 3 axes-là sont cohérents et harmonieux, ton âme, elle est bien dans ton corps physique en fait. Oui. Et pour moi, c'est ce qui permet à l'énergie, voilà, tu sais que je suis très médecine naturelle, pour moi, quand il y a cette cohérence entre les 3, alors l'énergie circule correctement dans ton corps. Oui. Et le processus de guérison physique que les médecins vont mettre en place va pouvoir encore mieux faire effet. Oui, ça j'y crois tout à fait aussi. Et quoi qu'il en soit, t'aidera de toute façon pour les effets secondaires, en tout cas. Oui, Voilà. mais ça, j'y crois aussi. Alors, c'est parfois peut-être un petit peu difficile aussi d'entendre ça comme une injonction. Certaines personnes Tout à fait, oui. se disent, il y a des jours où ça va pas, où j'entendais, mais finalement, le mental, c'est 90% de la guérison. Certains jours, quand le mental n'est pas là, je me souviens, c'était une femme qui m'a dit « Oh, mais voilà, le mental, c'est 90% de la guérison. » Et c'était un jour où ça allait pas du tout. Et donc, je me suis dit « Mais merde, j'ai pas un bon moral, là, mes pensées sont pas positives. Merde, en fait, je vais pas guérir. » Mais la manière dont c'était dit, c'était une injonction. Et donc, donc voilà, comment est-ce qu'en fait, on met tout ça, voilà, les pensées positives, elles sont pas positives tous les jours, quoi. Non, alors justement, c'est l'intérêt de parler de cette cohérence sur les 3 axes. Oui. C'est que bien évidemment, parfois tes pensées peuvent flancher, donc ton esprit. Bien évidemment, parfois tes sensations au niveau du corps flanchent aussi parce que Oui. tu as la douleur, parce que tu as plein de choses. Et bien évidemment, parfois tes émotions flanchent aussi parce que tu vas passer ta journée à être triste, à avoir envie de pleurer. Et tout est OK en fait avec ça. Et heureusement, parce qu'on ne serait pas humain en fait de ne simplement pas avoir. Il faut Tout à passer fait. par des états comme ça, oui. Et en fait, il s'agit pas, voilà, comme tu dis, de dire à tout le monde tu dois avoir un bon moral, sinon tu n'y arriveras pas, etc. Pas du tout. Une fois de plus, c'est ce que je dis. La maladie, les médecins s'en chargent. On n'est en rien acteur de la guérison de notre maladie. Par contre, on est responsable de qui on est et de l'attitude qu'on va avoir à travers cette épreuve. C'est ça qui est important. Et bien évidemment que parfois, il y a des hauts et il y a des bas. C'est pour ça que dans le premier, notamment dans la première partie qui parle de la guérison de l'esprit, Oui. c'est pour ça que j'ai essayé de donner des outils un petit peu progressifs. Mais la première chose que je voudrais dire et qui est importante pour moi, c'est que mes outils ne sont pas les outils de tout le monde. Oui. Voilà. Donc la première chose, c'est que oui, je donne des outils qui m'ont aidé, mais ce que je voudrais vraiment que les femmes qui nous écoutent se disent, c'est que on les a tous, comme tu as dit tout à l'heure, on les a tous nos outils. Simplement, parfois, on se rappelle plus qu'on les a. Hein. C'est un peu comme je disais, un peu comme le vieil album de famille que t'as mis au fond d'un placard, que t'as jamais rouvert le placard depuis 10 ans et d'un coup tu découvres ça, t'es complètement émerveillé. Mais en fait, il a toujours été là cet album, hein, juste tu le voyais pas. Là, c'est pareil. Ce que je veux que tout le monde comprenne, c'est qu'on a tous ces ressources et ces potentiels en nous, en fait. Mais par contre, ce qui, moi, m'a aidé, n'aidera pas forcément les autres. Ou peut-être que oui. En tout cas, ce qui est important, c'est de se poser des questions et se dire, mais moi, en fait, qu'est-ce qui va m'aider ? Donc, c'était important pour moi de construire ce chapitre par étapes, parce que d'abord, je pense que pour l'esprit, l'élément clé, c'est le cerveau. Oui. On sait tous que notre cerveau, on l'utilise pas à 100% de ses capacités. On sait tous que notre cerveau, il peut nous jouer des tours, comme au contraire être notre plus grand allié. Tout à fait. Donc voilà, moi j'ai cherché à vulgariser un petit peu les 3 cerveaux différents que l'on a, pour que déjà les gens comprennent quand ils ressentent une émotion ou quand il y a quelque chose qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça chez eux. Tu peux nous expliquer un petit peu ça ? Oui. Alors, par exemple, le cerveau, en fait, il y a 3 cerveaux principaux. Donc, il y a le reptilien qui, lui, est le cerveau, en fait, qui fonctionne pour tout ce qui est instinct de survie. Tout à fait. Hein, voilà, tu vois, tu marches sur un trottoir, d'un coup, tu entends un bruit d'une voiture un peu bizarre. Ton cerveau reptilien, il va te dire, attention, il y a un danger, tu t'écartes. Il va se bouger, voilà. Oui. Ensuite, tu as le cerveau limbique qui, lui, va gérer tout ce qui est émotionnel. Et malheureusement, ce cerveau-là, il mémorise les choses. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, nous, dans la leucémie, en général, au début du diagnostic, on a souvent des bleus sur le corps.
À ce moment-là, le cerveau limbique, lui, il va mémoriser que tu as eu un bleu et que quelques jours après, on t'a annoncé que tu allais être hospitalisé dans une chambre stérile. Lui, il fait ce lien. Tac, voilà. Sauf que 1 an après, tu es en rémission et puis un matin, tu te lèves et tu as 2 bleus. Et ben en fait, qui va agir? Le cerveau limbique. Attention, tu te rappelles, il y a 2 ans, tu avais eu la même chose et c'était ça que ça avait donné comme résultat. Oui, on n'a pas toujours envie. Oui, on choisirait bien les associations qui fait. C'est ça. Oui, mais donc tous les traumatismes et tout ça, c'est au niveau du cerveau limbique en fait. Oui. Bien sûr, oui, tout ce qui est émotionnel et donc lui il va mémoriser et il fait des raccourcis parce que il a besoin de travailler vite le cerveau. Donc il fait des raccourcis. Et celui-là, on peut encore travailler dessus. Le reptilien, c'est vraiment trop compliqué, ça, mais c'est vraiment le limbique, on peut. Oui. Et ensuite, tu as le néocortex. Le néocortex, c'est celui qui va analyser, qui va réfléchir. Tu vois, c'est celui qui est posé là, qui va dire attention les gars, on se calme, on réfléchit et on fait d'autres liens. On est capable de faire d'autres liens. Okay, donc c'est celui-là qu'on va solliciter finalement pour refaire des reprogrammations. Exactement. Voilà, des associations plus positives. Quand tu as Voilà, quand tu as tes fameux bleus 1 an après, c'est celui-là qui va te permettre de dire stop, cerveau limbique. Oui, tu as eu ça il y a 2 ans, mais je peux aussi avoir eu un bleu en me cognant. Donc, pas de problème, on reste zen. Voilà, c'est celui qui va réussir à aller au-delà de l'émotion et au-delà de l'instinct de survie, en fait. Et tu vois, par exemple, tu as remarqué, enfin, je pense que ça te fait pareil, quand on va faire un TEP scan, alors nous, on fait pas ça, mais quand on va faire une prise de sang, t'as remarqué, un jour avant, gros stress, la pression monte. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, notre cerveau limbique, lui, il a assimilé que au départ, quand on faisait un TEP scan ou quand on faisait une prise de sang, on n'avait pas du tout une bonne nouvelle derrière. Lui, il va imaginer, il va anticiper. Ah oui, mais alors ça veut dire mauvaise nouvelle. Et comme on l'a dit dans la première partie, comme pour le cerveau, que tu imagines quelque chose ou que ça se passe en réalité, c'est la même chose pour lui. Oui, donc même si tu n'as pas vu les résultats de ton TEP scan, toi, ton cerveau, il a déjà imaginé que c'était catastrophique. Et voilà pourquoi tu as peur, et voilà pourquoi tu te mets à avoir le cœur qui bat plus vite, des suées, etc. Voilà. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que tu peux aussi dire à ton cerveau, non mais attends, tu l'as pas le résultat de la prise de sang là, donc on va peut-être attendre quand même, non? C'est mieux. Voilà. Oui, donc c'est vraiment aller. Je me souviens, ma meilleure amie me disait, je pense que je l'avais déjà dit dans le premier épisode, que j'avais fait des milliards d'associations à la seconde et en fait tout était assimilé à la chimio, des odeurs, de la nourriture, les portes tournantes. Enfin, dès que je voyais tout ça, j'étais malade comme un chien. Et elle me disait, mais ton cerveau est capable du pire, mais ton cerveau est capable du meilleur aussi. Et donc c'est pas toujours évident de passer au-delà des émotions envahissantes pour réentraîner le cerveau. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Donc, le pouvoir de la visualisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des pensées positives, avec des quelques petits outils simples, tout simple pour que ce soit à la portée de tout le monde. Quelques petits outils tout de suite. Déjà, quelque chose de très très simple. Quand une émotion arrive, moi, je procède toujours en 3 étapes. Oui. D'abord, donc, ça sous-entend que je me pose. Déjà, première chose. Donc, on va prendre l'exemple qu'on connaît toutes. C'est la veille d'un examen, la peur commence à monter. Ouais. D'accord? Très bien. Alors, j'identifie l'émotion. J'ai peur, déjà. Mais moi, je le verbalise. Ouais. Je peux très bien parler toute seule dans la journée et me dire, j'ai peur. Attention, là, j'ai peur. C'est ça qui est en train de se passer. D'accord? J'accepte. J'ai peur. J'ai le droit d'avoir peur. Il y a aucun problème, comme tu disais tout à l'heure, il y a aucun problème. J'ai le droit d'être triste, en colère, heureux, peu importe. J'accueille. Et dernière chose, j'observe. J'observe, ça veut dire que je me décentre, que je fais comme si en fait j'étais vraiment, moi je fais comme si j'étais en face de moi-même et je me regarde. Tu as peur. Pourquoi est-ce que tu as peur? Ah t'as peur parce que demain tu fais ta prise de sang. Ah oui, mais là tout s'explique alors en fait. Quelque part, c'est logique d'avoir peur. Ouais. Une fois que tu as fait ces 3 étapes, maintenant, ton néocortex, lui, il est capable de revenir à la charge et je lui dire, oui, mais attention, tu as peur, mais tu n'as pas encore les résultats. Et voilà, donc tu vois, c'est un petit dialogue entre moi et moi. Entre toi et toi, et cette petite vision hélicoptère et puis ce raisonnement, en fait, qui essaye d'être un peu plus fort que l'émotion qui envahit. Essayer de faire parler plus fort celui qui est plus posé, qui est plus tempéré et qui est capable de prendre ce recul. Ouais. Et alors ça, c'est pour tout ce qui est émotionnel, on va dire pour toutes les petites émotions au quotidien. Ouais. Ensuite, les pensées positives. Alors ça, oui. Enfin, t'en as plein. Enfin, moi, j'ai plusieurs façons. La première, c'est la visualisation.
On en a parlé un petit peu l'autre fois. Oui. Voilà, moi j'adorais, et je peux encore le faire maintenant quand j'en ai besoin. Quand j'étais dans ma chambre stérile enfermée, j'adorais visualiser une promenade en forêt. Et comme je te disais, ce qui est très très important pour moi dans la visualisation, pour une fois de plus, on est en mode j'entraîne mon cerveau. Pour que j'entraîne mon cerveau, il faut que je fasse appel à plusieurs endroits de mon cerveau. Oui. Donc ça veut dire que je dois utiliser tous mes sens. À la fois, je dois visualiser, à la fois, je dois imaginer, sentir une odeur de champignons, de fleurs, de ce que tu veux, enfin, en fonction de l'endroit où tu es. Je dois imaginer que je touche la sensation, je touche de la mousse ou au contraire, je touche de l'écorce d'un arbre. Tu vois, moi, rien qu'en en parlant là, je l'ai déjà sous ma main, en fait. Hein. À force, ton cerveau, il est tellement entraîné que, voilà. Je vois une biche, je vois, ce que tu veux. Et en sollicitant comme ça tous tes sens, la visualisation, c'est quelque chose qui peut apaiser, mais en l'espace de quelques minutes, hein, vraiment. Mais, et est-ce que le cerveau croit vraiment qu'il est en fait en forêt quand tu fais ça? Ça procure la même, si tu avais un encéphalogramme ou j'en sais rien comment on mesure, mais est-ce que tu aurais probablement le même bien-être que si tu te baladais réellement en forêt, avec la puissance de la visualisation? Ce que les IRM ont montré, c'est surtout que tu inventes une situation ou que tu l'aies déjà vécu, mais on est en mode souvenir, hein, le cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, c'est pareil. Par contre, évidemment, je pense que si tu es vraiment dans une forêt et que tu sens vraiment le vent dans tes cheveux et tout ça, ça te procure une sérénité forcément encore plus dense. Enfin, ça, je le sais pour l'avoir vécu. Moi, dès que je sortais de ma chambre stérile, j'avais besoin de me retrouver dans ma forêt, pour de vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup, t'es pas obligé d'avoir vécu vraiment quelque chose. Tu peux tout imaginer. Et c'est ça qui est génial dans la visualisation. Tu peux tout imaginer. Donc voilà, c'est un monde féerique en fait qui s'ouvre à toi. Un peu de créativité. Mais moi, c'est vrai aussi le soir, parfois quand j'ai des moments où j'ai besoin d'être dans des petites bulles tout à fait me créer une petite bulle, être avec certaines personnes et tout ça. Finalement, c'est une question d'entraînement et on y arrive. Et bien sûr. Ressent toute la sensation. C'est d'ailleurs assez extraordinaire, en fait. Hein. Je trouve que ça développe la créativité, ça développe toutes des parties du cerveau où on a réellement l'impression d'être en présence de la personne avec qui on a envie d'être ou dans un cadre précis. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et je vais te dire quand même que moi, tout ce qui est méditation et toutes ces choses-là, c'est pas du tout mon truc. Moi, voilà, les méditations guidées et tout ça, moi, ça me saoule, mais à un point. Mais ça, c'est peut-être aussi un état un peu méditatif, hein, quelque part, mais c'est autre chose. C'est une visualisation, c'est autre chose. Je trouve que c'est autre chose pour moi. Alors, c'est sûrement un peu méditatif parce que très vite, ce que tu ressens en premier comme sensation, c'est les muscles qui se relâchent. Oui. En revanche, moi, je suis complètement comme toi, les méditations guidées. Alors, pour moi, c'est impossible parce que, je l'ai déjà dit, mais moi, j'aime bien me chuchoter moi-même à l'oreille ce que je dois faire. Donc, j'aime pas trop qu'on me guide dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. Du coup, j'aime cette liberté de visualiser ce dont j'ai envie. Mais oui, je pense qu'il y a un peu d'état méditatif, un peu quand tu visualises, oui. Alors, on va peut-être... Ça, c'est une des techniques. Oui. Voilà. Alors après, oui, il y a aussi très vite le processus de pivot. Alors ça, c'est très simple. C'est un processus qui consiste à voir le verre plein plutôt que vide, hein, en gros. Alors, c'est pas facile tout le temps, mais finalement, une fois de plus, en m'exerçant, moi, j'ai trouvé plein de situations où ça pouvait fonctionner. Tu vois, alors, un seul exemple, toujours pareil, enfermée dans ma chambre de 15 mètres carrés, j'arrive le jour de ma greffe, on me dit que je vais y rester 6 semaines, que je pourrai jamais ouvrir la porte et sortir dans le couloir. Et il y a deux façons de voir les choses. Il y a toujours deux façons de voir les choses dans la vie. Il y a celle où tu dis, ah, non, mais c'est pas possible, mais comment je vais faire, je vais pas y arriver, mais je vais être enfermée, c'est horrible, etc. Et puis il y a celle où tu te dis, mais en fait, attends, pourquoi ils t'ont mis dans une chambre de 15 mètres carrés dont tu peux pas sortir? En fait, parce que ça va être ton cocon pendant 6 semaines et pas ta prison. Hein, ça va être ton cocon où les infirmiers ou les médecins vont pouvoir prendre soin de toi. Donc voilà, tout simplement, les premières fois où je suis rentrée, les premières minutes, je me suis dit, voilà ma prison. Mais non, mais bien sûr que non, c'est pas ma prison, c'est mon cocon. Et donc, tu vois, tu peux faire ça pour tout à l'infini si tu t'entraînes. Mais oui, c'est de l'entraînement. Et je vais dire, en fait, je me rappelle, je sais plus où j'avais entendu ça, c'est comme de la gratitude, en fait, finalement. Et moi, un jour, j'avais entendu, la gratitude, c'est comme un muscle. Ça s'entraîne.
Et qu'est-ce que ça coûte en fait de simplement, j'ai pas envie de dire ça parce que peut-être que c'est très difficile pour certaines personnes. Moi, je vois, j'ai un mari qui a tendance à... Oui, je fais un petit. J'ai un mari qui a tendance à voir le verre à moitié vide. Voilà, il voit le verre à moitié vide. Donc finalement, des situations sont analysées, mais alors on a deux prismes totalement différents. Et voilà. Et pourtant, vous vivez la même chose. Et on vit la même réalité, et ça peut être par rapport au climat et au potager. Lui, il va voir vraiment tout le temps la sécheresse, le manque de pluie, et moi, je vais voir l'abondance. Enfin, dès qu'il y a du soleil, c'est de l'abondance. Et en fait, nos réalités sont tellement différentes. Et parfois, je me dis, mais mon Dieu, mais quel stress il doit vivre en plus de moi, puisque. Et donc, j'essaye souvent de passer derrière et de dire, hop, on va transformer cette petite phrase là. On va faire autre chose. On va faire un petit jeu. Alors, ça l'énerve parfois, mais c'est du formatage. Et bon, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui ont simplement moins cette capacité ou... Moi, une fois de plus, je parlerai pas de capacité parce que pour moi, on l'a vraiment tous. C'est juste, je pense, un manque d'entraînement. C'est peut-être une question d'éducation aussi. D'éducation. Voilà, parce que alors justement, pour avoir fait ma petite rentrée des classes ce matin, oui. Moi, c'est aussi à travers mon métier quelque chose que j'ai toujours expérimenté, parce que même quand un élève est en difficulté, je peux pas imaginer qu'il n'y arrive pas. En fait, c'est simplement que peut-être cette chose-là, il y arrive moins, mais il arrive mieux à faire d'autres choses. Oui. Et quoi qu'il en soit, il a une marge de progression. Ça, c'est évident. Donc, pour moi, personne ne peut pas, en fait. Tout le monde peut. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là, tu vois. Tout le monde peut, mais c'est une question d'entraînement, c'est une question de confiance en soi, c'est une question de qu'est-ce que tu as comme énergie autour de toi. Si tu as toujours des parents qui ont vu le verre à moitié vide, oui, c'est ça, c'est toutes les empreintes, toutes les empreintes dans l'enfance aussi, hein, évidemment. Peut-être un enfant qui a eu des traumas et tout ça, c'est peut-être tu peux pas changer, tu vois, du jour au lendemain. Non. Donc moi, je conseille toujours d'y aller progressivement. Oui. Tu vois, petit truc par petit truc. Là, tu remarques, si tu t'entends déjà en train de dire quelque chose d'un peu négatif, et ben déjà une fois de plus, paf, je me pose, comment est-ce que je pourrais et puis des fois on arrive à transformer en positif et des fois on n'y arrive pas. Oui. Et encore une fois, c'est pas grave. L'important c'est de s'entraîner, de le faire, quoi. Est-ce que tu peux retrouver un autre exemple de cocon prison? Moi, je reprends l'exemple évidemment de une chance sur 100 ou une chance sur 1 million. Pour toi, c'est la même chose, c'est quand même une chance. Oui. Donc ça quand même. Il va falloir qu'on voit un petit peu les statistiques et la probabilité. Parce que vraiment, j'ai raconté ça à mon mari et c'est tellement extraordinaire. Une chance sur 100 pour toi ou une chance sur 1 million, ça revient au même. Parce que c'est une chance. Là, vraiment l'exemple du verre complètement vide ou complètement rempli. Mais si tu veux, quand je dis ça à mon conjoint, lui, il rigole, hein, bien sûr, parce qu'alors en plus, lui, qui a fait des études, économie, finance et tout, alors lui, il me dit non, mais enfin quand même, tu peux pas dire ça. Je lui dis bien sûr que si, je peux le dire, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Voilà. Alors un autre exemple tout simple, par exemple, je sais pas moi, quand j'avais de la fièvre ou un effet secondaire quelconque. Plutôt que de me dire zut flûte, j'ai de la fièvre ou zut flûte, je vomis, bien sûr que personne n'aime vomir. Mais d'un autre côté, si tu vomis, ça veut dire que ta chimio, elle est en train de faire effet. Elle fait effet, ouais. Donc elle fait son travail en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'est vraiment le petit entraînement. C'est presque enfiler des. Alors ça fait un peu cliché, enfiler des lunettes roses, mais en tout cas enlever les lunettes noires, quoi. C'est ça. C'est vraiment. Alors, guérison du cœur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc, trouver les blessures psychologiques et les réparer. Et c'est souvent peut-être des blessures d'enfance? Oui. Moi, tu vois, j'ai lu beaucoup que la maladie, c'était en fait le mal a dit quelque chose, tu vois. Et donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis partie du principe que si la maladie arrivait dans ma vie, c'est que sûrement il y avait des choses, des messages de mon corps en tout cas que j'avais pas bien capté avant. Mmh. Alors une fois de plus, c'est pas pour que les gens se sentent coupables, hein. On est bien d'accord. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas coupable que la maladie arrive. Je pense qu'on a tous un terrain si on a développé cette maladie. Donc il n'est pas question de dire oui, mais si j'avais mieux écouté mon corps, j'aurais pas eu de leucémie. C'est pas ça que je dis. Non, tu as voulu lui donner un sens. Voilà, c'est ça. La phrase qui m'est venue tout de suite, c'est ça y est, t'es à un tournant de ta vie vraiment et tu vas pouvoir réparer quelque chose. En fait, intuitivement, c'est cette phrase qui est arrivée. Tu vois, tu vas pouvoir réparer quelque chose. Ouais. Et là, je me suis dit, mais réparer quoi au juste? Parce que moi, au moment où on m'annonce que j'ai cette leucémie, avec ce pronostic défavorable, moi, tout va bien dans ma vie, consciemment. Comprends pas très bien. Tout va bien, je fais un métier que j'adore, j'ai une famille formidable, une vie sociale très épanouie. Il y a vraiment aucun problème à l'horizon.
Ouais. Mais malgré tout, comme je suis curieuse, je me dis, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu ailles voir des choses. Le premier outil que j'ai utilisé, c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui est vraiment un dictionnaire qui regroupe un petit peu toutes les maladies physiques et qui essaye de mettre des mots MOOTS sur les mots qu'on peut avoir. Et moi, quand j'ai regardé cancer du sang, en fait, ça disait tout simplement que comme le sang, c'est ce qui permet à tout le corps d'être oxygéné, ça peut refléter une sensation de ne pas mériter de vivre. Voilà, en gros, je résume. Mais c'est intéressant, en fait, comme piste de réflexion. C'est ça, en fait. Tout à fait. Parce que moi, j'en ai aussi quelques-uns, des dictionnaires ici, mais c'est en anglais, je ne me souviens plus de l'auteur. Je trouve que c'est très intéressant comme point de départ de réflexion. Alors, moi, je lis ça. Je ne mérite pas de vivre. Alors moi, tu sais, consciemment, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui. Bien sûr que si, que je mérite de vivre. Je vois pas du tout, j'ai pas pu penser ça quand même, c'est pas possible, je mérite de vivre. Sauf que au départ, je suis dans le conscient, tu vois. Oui. Donc j'essaye de chercher, alors, mais qu'est-ce que j'ai ? Mais non, je ne vois pas. Alors, je décide, comme à chaque fois que je n'avance pas, de mettre de côté. De côté, ça veut pas dire j'oublie. Ça veut dire, je me dis, un jour, je comprendrai. Et puis, une amie m'offre les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Oui. Et là, attention, s'accroche. Première blessure, alors les blessures d'enfance, Première blessure, la blessure de rejet. Et là, ça, je pense que tiens-toi bien, oui. Chacune des phrases qu'elle utilise, c'est comme si elle les avait écrites pour moi, en fait. Et alors, elle finit par dire que une personne qui souffre d'une blessure de rejet, inconsciemment, pense qu'elle ne mérite pas d'exister. Et je me dis, on y est, bingo. Alors moi, cette blessure de rejet, en fait, elle vient de ma maman qui a eu une dépression postpartum qui n'était pas du tout soignée à l'époque, puisque pas reconnue, en tant que telle. Donc en fait, les 6 premiers mois de ma vie, ma maman s'est jamais occupée de moi. Elle restait enfermée dans notre appartement dans le noir. Mon papa était obligé de se déplacer plusieurs fois dans la journée, mais du coup, je ne mangeais pas quand j'avais faim, mais quand il pouvait. Je n'étais pas changée pareil quand j'avais besoin. Et donc surtout, j'étais ce petit bébé dans cette chambre, tout seul toute la journée dans le noir. Voilà. Et puis au bout de 6 mois, ma maman a guéri de sa dépression postpartum. Elle m'a jamais caché tout ça. Donc consciemment, je savais. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, inconsciemment, ça avait laissé des séquelles au petit bébé que j'étais, en fait. Et du coup, je me suis dit, maintenant que tu as compris, il va falloir aller gratter, il va falloir y aller quand même. Et t'avouer tout ce qu'il y a autour de tout ça, parce que c'est pas le tout de se dire, j'ai une blessure de rejet, j'en fais quoi maintenant de ma blessure de rejet ? Oui, c'est ça que j'allais te demander, en fait, maintenant, comment tu traites c'est ça. Donc, retrouver toutes des choses dans ton enfance qui étaient dues à ça, ou comment tu traites, en fait, cette blessure ? Alors, je savais du coup d'où elle venait, de quelle période. Mais ça, c'est déjà bien, que tout soit conscient, en fait, que rien ne soit caché. Alors ça, c'est vrai que du coup, pour le coup, ma maman, là-dessus... Alors, le truc, c'est qu'elle a tellement culpabilisé de cette période que voilà, elle a essayé, elle, toute sa vie, de me crier haut et fort qu'elle m'aimait. Son mieux, oui. Et surtout qu'elle m'aimait. Sauf que moi, en creusant, j'ai compris que j'étais un bébé qui s'était construit les premiers mois de sa vie sans sa maman et qui avait grandi en pensant qu'effectivement, il méritait pas trop sa place ici, puisque même sa maman s'en occupait pas. Donc en fait, c'est un peu ce qui m'a guidée toute ma vie. Ça m'a du coup fait faire des choses qui en fait ne me représentent pas moi. Par exemple, les rôles avec ma maman ont souvent été inversés. Oui. J'ai tellement eu l'impression que je méritais pas de vivre et que je n'avais pas su en fait rendre ma maman heureuse. C'est avec ça que j'ai grandi moi en fait, que en étant enfant, je n'avais qu'une obsession, c'était que ma maman soit heureuse. Oui. Donc je faisais tout. J'ai été une petite fille hyper sage à l'école, j'ai très vite pris en charge des tâches ménagères dans la maison pour qu'elle n'ait plus rien à faire. Le problème, et elle aussi, de par sa fragilité psychologique qu'elle a gardée un certain nombre d'années, on a échangé les rôles en fait. Je suis devenue la maman de ma maman parce que je suis devenue celle qui devait tout faire pour son bonheur. Alors que, en théorie, c'est un échange, bien sûr, entre des parents et des enfants, mais nous, on a un peu inversé les rôles. Et figure-toi que c'est ce qui est complètement incroyable dans mon histoire, c'est qu'en fait, cette maladie, elle est venue et elle a permis à ma maman
de prendre son rôle en fait. Ah. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ma vie a été en danger, ma maman est devenue ma maman. Enfin, tu vois, là, j'ai des frissons, rien que de le dire. C'est extraordinaire ce que tu partages. Oui. Elle est venue ce premier jour. Alors, le soir, je lui annonce que j'ai cette maladie grave. Je sais même pas comment je vais lui dire puisque 3 ans avant, mon papa est décédé. Elle est de nouveau très fragile psychologiquement. Je l'appelle, je lui explique, elle pleure. Elle arrive le lendemain dans ma chambre et pour la première fois de ma vie, j'ose lui dire, maman, j'ai besoin de toi. C'est toi ma maman en fait. Et là, il va falloir que tu sois ma maman. Et moi, la maman dont j'ai besoin là, tout de suite, en ce moment, c'est une maman lionne qu'il me faut. C'est pas une maman qui a peur, c'est pas une maman qui est triste. Tu pourras faire tout ça en dehors de ma chambre, mais quand tu es avec moi, j'ai besoin de toi et de tes forces. Et elle s'est métamorphosée. Elle a pris sa place. Alors, tu n'es pas du tout dans le reproche de quoi que ce soit. En fait, simplement, c'était une dynamique qui était installée entre vous deux. Et donc, tu avais forgé cette carapace, mais l'entente n'était pas mauvaise pour autant, en fait. Ah, pas du tout. Alors, on était vraiment très fusionnel. Oui. Voilà. Oui. On était très fusionnel, mais intérieurement, j'avais cette colère en moi qui grondait. Oui. Qui ne sortait pas parce que pour moi, comme mon obsession, c'était qu'elle soit heureuse, je me disais, mais si un jour t'oses lui dire qu'en fait, t'as un peu de colère dans tout ça parce que toi, finalement, la maman dont t'as toujours rêvé, tu l'as jamais eue, en fait, cette maman, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe, tu vois. Bah, du coup, j'avais cette colère en moi et c'était ça, ce truc inconscient qui était à l'intérieur de moi et qui me rongeait, que je n'arrivais pas à dire. Et bah, tu vois, la maladie nous a permis de dire les choses. De dire, maman, tu vois, en fait, ça a été difficile pour moi, mais je sais que t'as fait de ton mieux. Maintenant, je le comprends parce que maintenant, je suis adulte. Maintenant, je suis capable de me dire, mais bon sang, en fait, elle y est pour rien dans toute cette histoire. Et puis, quoi qu'il en soit, une relation, elle se construit à deux. Tout à fait. Moi, j'ai peut-être pris trop de place aussi. Oui, ben ça, c'est, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on ne ressent aucun ressentiment par rapport à tout ça et que même si vous en avez énormément parlé, mais c'est extraordinaire de se dire que les rôles ont été inversés par cette maladie. Mais ta maman, elle est décédée, hein? Oui, c'est ça. Alors en fait, 2 mois après ma greffe, elle a eu un grave accident de voiture. Oh. Elle était sur l'autoroute et puis elle s'est visiblement endormie au volant. Oui. Bon, elle était seule. Elle n'a pas provoqué d'accident, mais elle a fait 3 tonneaux. Elle est arrivée dans le coma à l'hôpital d'Orléans. Et malheureusement, au bout de 3 semaines, les médecins m'ont expliqué qu'il n'y avait plus rien qui se passait. Mais vous avez guéri quelque chose, enfin, vous avez réparé quelque chose. Alors moi, c'est ce que je dis. Bien sûr que le manque est là. Quand quelqu'un meurt, tu as le manque, ça c'est sûr. Ouais. Mais alors moi, je suis partagée entre la tristesse et la joie parce que on a accompli notre mission en fait. Oui. Voilà, nous dans cette vie-là, on a fait ce qu'on avait à faire. On s'est réparé mutuellement, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, on s'est prouvé notre amour parce que en fait, on fonctionnait. Elle me prouvait son amour par des mots, sauf que moi, j'avais besoin d'actes puisque c'est ce qui m'avait manqué quand j'étais petite. Et moi, je faisais l'inverse. Moi, je lui prouvais mon amour par des actes en étant toujours là pour elle, mais jamais par des mots. Je crois pas, avant ma maladie, lui avoir dit souvent, de vive voix, hein, parce que écrire sur un message, voilà, c'est facile. Mais de vive voix, lui avoir dit droit dans les yeux, je t'aime, maman, jamais. Donc voilà, on fonctionnait, tu vois, à l'opposé toutes les deux, et on a réussi à harmoniser tout ça et à prouver notre amour par des mots et par des actes. Voilà. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Réparer des blessures d'enfance. Oui. Tu as trouvé on est dedans, on est d'accord quand même. Ah oui, là on est complètement dedans et je trouve que c'est une très belle histoire et je trouve aussi que finalement en fait tu as très vite su ce que c'était en fait cette blessure. Elle n'a pas été cachée par ta mère, elle n'a pas été. Non. C'est pour ça que peut-être, tu vois, c'est pour ça que je dis, moi, j'ai jamais eu besoin d'un suivi psychologique, par exemple, parce que je pense que moi, j'avais déjà les clés. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pour ça que parfois, je pense que les femmes ne doivent vraiment pas hésiter, quoi, à faire un suivi psychologique si elles ont l'impression qu'elles n'ont pas toutes les clés. Alors après, le psychologue, si ça a été caché, il saura pas forcément non plus, mais peut-être que, voilà, tu vois, il y a des choses qui peuvent être éclairées. Oui, alors donc justement, il y a un pôle accompagnement là dans la guérison du cœur ici, et donc voilà, moi je t'avoue que je suis une pro accompagnement, mais sous plein de formes différentes. En fait, ça peut être un psy, ça peut être quelqu'un qui fait du Reiki, ça peut être une énergéticienne, ça peut être un accompagnant qui n'est pas spécialement un oncopsy, mais quand même avoir un accompagnement. Ou ça peut être même un groupe de soutien, parce que finalement, je vois dans le groupe de soutien, c'est aussi un accompagnement c'est une aide. En fait. Hein. Bien sûr. La communauté avec un cas. C'est ça. Et nos proches, le rôle qu'ils jouent aussi.
Parce que tu vois, c'est pas le tout. Une fois que je me suis dit, si alors en fait, je mérite de vivre. Là, tout le monde est d'accord, on est bien d'accord. Hein, là, je mérite de vivre. Même ma maman dit que je mérite de vivre. Donc là, elle me dit qu'elle m'aime. Waouh, là, c'est bon. On est sur le bon chemin. Et en plus, du coup, t'as moins forcément ce besoin constant que personnellement j'avais d'être aimée, qui fait que du coup, je n'étais pas souvent moi-même, excepté avec mon conjoint, ça je pense que je l'ai toujours été, mais en société, au travail, j'étais quelqu'un de très d'extrêmement même, on va dire, conciliante, qui n'avait toujours qu'une obsession pareille, c'était surtout de pas se faire remarquer et de faire en sorte que tout le monde l'aime, hein, voilà, donc ça c'était tout à fait moi, et tu vois, une fois que tu sais de source sûre que tu es aimé, notamment par ta maman. Et puis quand tu vois moi, mes proches, tout ce qu'il y a eu autour de moi, là tu peux plus jamais douter de ta vie. Tu vois, ça c'est acquis. Voilà, ça c'est fait. La guérison du cœur, là, c'est 100%. Oui, c'est 100%. Ça c'est rémission totale, quoi. Oui, guérison. Tout à fait. Écoute, merci pour ce partage, Fabienne, parce que c'est très émouvant, ça me touche très fort. On va passer à le retour à la vie normale. Mais je sais pas, parce que je vois que tu as d'abord utilisé le retour à la vie normale et puis après l'après-cancer, le chaos après la tempête. Alors je pense que ça me fait toujours la vie normale. Ça me fait toujours horreur en fait. Ou la vie d'avant. On va pouvoir reprendre la vie d'avant. D'abord, c'est quoi la vie normale? C'est quoi la vie d'avant? Ou alors, je reprendrai le boulot quand je suis à 100%. Mais attends, mais avant, est-ce que vous étiez tout le temps à 100%? Donc voilà, tous ces termes sont un peu, moi je suis un peu allergique à tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la vie normale, la vie d'avant, l'après-cancer, le chaos, tout ça? Alors, tu sais, la vie normale, en fait, je l'ai réutilisée dans mon livre parce que principalement, la question des nouveaux malades ou de ceux qui viennent d'être greffés, c'est mais quand est-ce que ça va redevenir normal? Oui, mais tu l'as mis entre guillemets quand même. Hein. Tout à fait. Je l'ai mis entre guillemets parce que pour moi, la vie n'a rien de normal. Déjà à la base, tu vois. Alors déjà en 2018, pour moi, elle n'avait rien de normal. La vie, elle est miraculeuse pour moi. Elle est tout sauf normale, tu vois. Voilà, vivre, c'est un miracle. C'est pas normal. Et alors encore plus maintenant avec tout ce qui se passe, je vois vraiment pas. Moi, je suis comme toi. J'ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus. Je vois pas comment on peut parler de vie normale. Bon, mais c'était un petit clin d'œil à tous mes copains greffés qui, en fait, sous-entendent quand est-ce que je vais pouvoir retourner dans les magasins, quand est-ce que je vais pouvoir retourner faire des choses basiques, on va dire. Quant à la vie d'avant, c'est encore moins ma tasse de thé comme dénomination parce que c'est justement, je crois, ce qui m'a empêché dans les premiers mois post-cancer d'avancer en fait, parce que j'avais ce réflexe de maîtresse, tu vois, de me dire que cette parenthèse c'était un peu comme un complément circonstanciel dans une phrase, tu vois, paf, on peut l'enlever. C'est ça. Et ça veut toujours dire pareil, la phrase, hein, tu vois. Donc, moi, je m'étais dit, de toute façon, la parenthèse maladie, paf, une fois que c'est fait, on l'enlève. Et puis, du coup, on reprend là où on en était, hein, voilà, la vie d'avant. Et puis, en fait, non. Alors, une fois de plus, c'est complètement personnel. Mais pour moi, c'est une utopie de vouloir reprendre sa vie d'avant. Il faut pas dire il faut, parce que chacun fait comme il peut. Mais pour moi, en tout cas, ça ne me correspond plus. Je suis plus du tout fan de cette vie d'avant. Moi, ce dont j'ai envie, c'est ma nouvelle vie de papillon, tu vois, et je la trouve, mais beaucoup mieux, mais vraiment. J'ai aucun doute. Mais c'est toujours ça aussi que, je l'ai écrit plusieurs fois, les personnes, quand je retrouverai ma vie d'avant, je dis, mais est-ce que vous pouvez envisager qu'il y a une nouvelle vie une nouvelle personne qui va renaître, une nouvelle vie qui va démarrer et qui n'est pas forcément moins bien que la précédente. C'est ça. Et qui est alors, je te dirais que pour moi, elle est largement mieux. Hein. Ça, c'est sûr. Mais pour ça, il faut avoir évolué. On est d'accord. Pourquoi je veux pas de ma vie d'avant? Parce qu'en fait, je suis plus la même, tout simplement. Et c'est pas que la maladie en soi. Parce que bien sûr, au départ, les premiers mois, il y a l'aspect physique qui fait que tu te sens pas la même. Tu sais même plus qui t'es d'ailleurs, voilà. Et puis peut-être que quand les cheveux repoussent, quand ça va mieux, tout ça, c'est peut-être facile de dire, si, finalement, quand je me regarde dans le miroir, ça va, je ressemble à... Mais en fait, non, parce que si tu as vraiment fait toutes ces démarches d'aller chercher tes blessures, de guérir ton esprit, de guérir ton corps, c'est-à-dire, alors on parle pas alimentation, sport et tout ça, hein, mais vraiment être à l'écoute de ton corps, de tes sensations, de ralentir quand il te dit oulala ça va trop vite, ou au contraire d'accélérer un peu quand il dit dis donc là on pourrait peut-être faire un peu plus de choses. Quand t'as guéri ton cœur, quand t'as fait tout ça, tu peux pas être la même. Non. C'est pas possible.
Alors quand bien même tu reprends ta vie d'avant, ton boulot, tu veux dire, boulot, comme oui. j'ai fait ce matin. Oui. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Parce que moi, j'ai tellement évolué que ça va me donner des clés sur tout le reste, en fait. Oui. Donc, non. On enlève ces Non, mots normaux. Ma vie de chenille, j'en veux plus. Oui. Je suis bien mieux en papillon. Alors, l'après-cancer, tu parles quand même d'un chaos après la tempête, avec 4 points, la perte d'identité, l'inadaptation à la société et aux autres, le sentiment de solitude et la peur de la rechute. Bon, tu adores ta vie de papillon, on est plus heureux dans notre vie d'après, mais il y a quand même ce passage post-tsunami, cet après-cancer qui est quand même une réalité pour beaucoup de femmes, beaucoup de dépression après le cancer. En fait, c'est finalement un peu comme un choc post-traumatique, en fait. Le corps a été soumis à un stress constant, un peu comme un burn-out. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux partager sur ce chaos après la tempête avant que tout s'éclaire enfin? Oui, et déjà que moi, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout à ce chaos parce qu'en fait, quand j'ai traversé les longs mois de traitement, la chimio, la greffe, etc., j'étais tellement toujours positive, tellement ça va aller. Figure-toi que je m'étais imaginé qu'une fois la greffe passée, tout allait devenir merveilleux en quelques jours en fait. Donc premièrement, je m'y attendais pas. Et puis finalement, une semaine s'écoule, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et en fait, finalement, cette période a été beaucoup plus difficile pour moi que la période de traitement. C'est complètement dingue de se dire ça. Je dois encore expliquer vraiment à mes proches pour qu'ils comprennent. Ils me disent, mais enfin quand même, t'étais enfermée dans une chambre, tu vomissais, t'avais de la chimio, tu peux pas dire que là, maintenant que t'es chez toi, entourée de tes hommes, que tu peux te reposer, que tu es moins bien. Si, je peux le dire, si. Je le crie haut et fort même, parce que la première chose, c'est que tu n'es plus dans l'action, tu n'es plus guidé. Alors pour nous en plus, qui sommes hospitalisés sur des périodes très longues, donc très entourés, des infirmières, des médecins, d'un coup on se retrouve tout seul. Et ça, je pense que ça le fait pour tout le monde. Les examens, les bilans s'espacent, tout s'espace. Donc tu as cette espèce de sentiment d'abandon de la part des médecins déjà pour commencer. Et puis aussi de tes proches, parce que quand moi j'étais en traitement, je recevais peut-être, je sais pas moi, entre 30 et 50 messages par jour, des vidéos rigolotes, des photos, des ceci, des cela. Et puis finalement t'arrives chez toi. Alors évidemment, les très très proches, ils continuent toujours à prendre de tes nouvelles, ils sont toujours inquiets pour toi. Mais quand même, mine de rien, il y a beaucoup de proches qui se disent, ça y est, allez, là, on est bon, on est tranquille, elle est rentrée, maintenant, on va arrêter de parler de maladie, voilà. Mais sauf que nous, non, en fait. Nous, comme je disais l'autre fois, on est en rémission, on est en remission, en fait. La mission, elle continue, c'est pas fini. Remission, c'est vraiment, oui. C'est ça s'arrête pas. Les médecins, ils nous ont pas dit, ça y est, c'est bon, vous êtes guéris, hop, ça repart comme tout le monde. Ah non, c'est pas ça. Nouvelle mission, voilà. Mission plus difficile, Ça, je pense que c'est vraiment partagé par tout le monde. Alors bon, comme moi, tu as eu la chance d'avoir ton livre et d'avoir plein d'activités, mais ce vide post-cancer est une réalité qui est difficile. Ce flou identitaire, parce que c'est vrai qu'au début, c'est pareil. Tu sais plus, et je ne parle pas, attention, je ne parle pas de la perte des cheveux ou des cicatrices ou de ce que tu veux. C'est vraiment, t'es en face du miroir et tu te dis, mais qui est en face de moi, en fait? Voilà, tu sais plus du tout. On a remué beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai remué beaucoup de choses, psychologiques, tout ça, pendant mes traitements. Du coup, à la fin, je me suis retrouvée un peu comme avec un pulse complètement éparpillé, quoi. Plein de clés, mais je savais plus comment tout assembler, quoi. On va voir sur le podcast, mais je sais pas si elle sera avant ou après ce podcast qu'on est en train d'enregistrer, mais Géraldine qui parlait des différentes facettes de notre vie. Donc, la facette aventurière, la facette romantique, la facette femme d'affaires, la facette professeur, par exemple, pour toi, la facette maman, la facette roqueuse, toutes nos facettes. Et qu'en fait, pendant la maladie, on oublie toutes ces facettes-là. Il y a la facette guerrière, peut-être un peu infirmière, mais on met toute notre énergie sur une ou deux facettes de notre vie, et puis la maladie termine, et on se dit, mais merde, mais qu'est-ce que je fais de toutes les autres facettes, en fait? J'ai changé, quelle facette est encore valable? Et c'est ça la complication, et je trouve qu'en fait, le monde extérieur ne réalise pas ça. Et je trouve que c'est vraiment important de dire, mais n'importe qui a eu un quelque chose qui l'a changé à vie, se retrouve dans cette situation post-traumatique, on va dire, et donc ce flou identitaire qui est pas facile de nouveau à retrouver. Alors, le sentiment de solitude, tu en parles. L'inadaptation à la société et aux autres, tu en parles. La peur de la rechute, ça.
Ah bah, la peur de la rechute, c'est énorme parce que bien sûr, alors en plus moi je suis quand même très positive de nature, mais sauf que tant que les médecins ne nous disent pas vous êtes guéri, oui. et ben ils l'ont pas dit, hein, voilà. Et puis alors moi je sais de sources sûres après ma greffe, je comprends que ma leucémie est très agressive, très récidivante, qu'en fait la greffe dont on m'avait parlé comme la solution ultime était obligatoire, mais qu'aussi bien du jour au lendemain tout peut repartir à zéro. Voilà, donc quand tu prends conscience de ça, t'as beau être la plus positive possible, bien sûr que la peur de la rechute, elle est là. Alors il y a 2 solutions, encore une fois. Soit tu te dis, alors comment je vais faire pour plus avoir peur? Comment je vais faire pour plus avoir peur? Mais personne n'a cette solution, ou alors faut me le dire. Donc ma conclusion à moi, ça a été de me dire, ok, je pourrais pas enlever ça, c'est sûr. Et ben du coup, va falloir apprendre à vivre avec. Et c'est là que une fois de plus, les vieux outils, le cerveau, le fait de te dire bon, ok, t'as un bilan, t'inquiète pas, t'as pas les résultats, et pof, on reprend les mêmes outils, et on se dit allez, on va gérer. Tu décortiques dès que cette peur revient? Beaucoup. Je décortique tout énormément. Ça, c'est un de mes traits de caractère. Non, mais et tu vois, c'est encore un réflexe du professeur, ça, parce que c'est ce que je dis aussi. Quand un élève a des difficultés sur une tâche, le seul moyen pour qu'il y arrive, c'est de décortiquer, hein. Oui. C'est de repartir. Ok, alors cette tâche, on va la faire en 3 fois, par exemple. Et la prochaine fois, on fera en 2. Et puis, après, t'arriveras à la faire. Ça, c'est vraiment la magie de la pédagogie différenciée. Ça, c'est un réflexe. Oui, donc en fait, tu refais ce même petit processus avec la peur, donc ta vision hélicoptère, tu sors un petit peu de toi-même et est-ce que tu dirais que c'est une question intime, est-ce que tu y penses tous les jours? Ah, pas du tout. Alors moi, pas du tout. Alors c'était sûrement le cas juste après ma greffe, parce qu'il y a eu quand même ce moment où je découvre enfin mon vrai dossier médical, que j'ai jamais vu. Hein. Je le reçois par courrier chez moi. Alors déjà 12 pages avec plein de mots barbares. Et là, je vois écrit en gros 70% de cellules cancéreuses, pronostic défavorable. Donc oui, forcément, les premiers mois m'attendaient, oh là 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 là, on m'a jamais dit ça. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, tu vois, forme de leucémie récidivante, agressive, blablabla. Bon, ok. Donc moi, forcément, oui, les premiers mois, elle était assez présente. Mais maintenant, non, plus du tout. Maintenant, j'ai la chance de faire mes bilans tous les 3 mois. Maintenant, c'est passé à 3 mois. C'est rapproché quand même. Donc, oui, mais ce sera, ça continuera encore longtemps, comme ça, de par le type de ma leucémie, quoi. Et donc, oui, ça commence, on va dire, 2 jours avant. Ça commence doucement à s'installer. Là, oulala, attention, voilà. Et en dehors de ça, ça peut arriver ponctuellement si, une fois de plus, j'ai ce qui était considéré comme des symptômes avant mon annonce. Par exemple, un petit mot de tête, tu vois, qui arrive comme ça, là, tac, tac. Donc, tu prends le Doliprane et puis après les 6 heures, tu dis, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il reste ou il est vraiment parti? Ça, c'est ton cerveau limbique. Ça, c'est ton cerveau limbique qui te joue des tours. C'est mon cerveau limbique qui se rappelle qu'au bout de 6 heures, il faut reprendre un Doliprane. Et donc, toi, tu dis, non, on va attendre, on va patienter. Mais du coup, tu regardes un peu ta montre et tout. Et au bout de 6 heures, non, écoute, regarde là, tout va bien. Voilà, c'est parfait. Ouais. Et ça va être comme ça. Si j'ai un bleu, il va falloir que je me pose, réfléchis, calme-toi. Est-ce que tu as pu te cogner hier? Est-ce que tu as pu faire quelque chose? Voilà. Donc, c'est quand il y a des petits symptômes, des douleurs, tu vois, très vite, quand on a eu un cancer, quel que soit le cancer, je pense, dès qu'on a une douleur, on est en mode alerte. Tout à fait, c'est fou, oui. En fait, ce qu'on se dit, c'est que c'est un symptôme, alors qu'en fait, à mon sens, mais je suis pas médecin, c'est quand même plus une conséquence des traitements toxiques qu'on a eu. Le nombre de personnes, nous, dans le cas de la leucémie, qui ont des douleurs articulaires, c'est impressionnant. Toutes les chimios, c'est épouvantable, oui. Voilà. Donc, à un moment donné, si tu veux, quand tu te réveilles un matin, que t'as mal à l'épaule, et puis que le lendemain, t'as mal au genou, et puis le surlendemain, t'as mal à l'orteil, tu finis par te dire, non, enfin, attendez, voilà, c'est juste mes articulations. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, les effets toxiques de la chimio et. Mais notre cerveau, une fois de plus, limbique, lui, il assimile ça pas à une conséquence, mais à une cause. Tu vois, donc faut le reformater et rééduquer. Et avec le temps, je pense que voilà, la peur des examens et tout ça. Est-ce que tu vas avoir des examens tous les 3 mois toute ta vie ou ça va s'espacer? Est-ce qu'à un moment donné, tu peux dire que tu es guérie? Comment ça se passe avec la leucémie? Alors écoute, de ceux que je connais qui sont déjà passés par là, c'est assez variable.
Parfois, les médecins disent au bout de 5 ans, vous êtes guéri. Parfois, ils ne le disent pas. Donc, je pense que ça dépend un peu du type de leucémie. En tout cas, moi, en mars 2024, je demanderai à mon hématologue si lui me considère guéri ou pas. Et puis, tu sais quoi, s'il dit non, moi, je considérerais que oui. Voilà. J'ai décidé, moi, que le 19 mars 2024, j'étais guérie. Donc, voilà, c'est comme ça. Oh là là. Mais je sais pas, dans le cadre des leucémies, ça dépend lesquels. Mais ils sont tellement frileux à utiliser maintenant. Je vois dans le cancer du sein aussi, l'hormonothérapie dure 10 ans. Donc, en fait, on parle plus de guérison après 5 ans, mais on en parle après 10 ans. Le mot guérison, dans le cadre du cancer, n'est quand même pas vraiment rémission clinique totale, mais guérison, c'est un petit peu difficile, hein. Alors nous, on a rémission cytologique et rémission cytogénétique. Tu vois le truc, hein. Bon, voilà. Alors moi, je suis en rémission des deux. En tout cas, ça, on en est sûr. Et les bilans continueront tous les 3 mois, je pense, jusqu'aux 5 ans. J'ai un myélogramme tous les ans. Tu sais, la fameuse ponction qui va vérifier que dans la moelle, ça se passe bien aussi, que je suis toujours 100% moelle du donneur, etc. Et puis, moi, je te l'annonce, le 19 mars 2024, je dirais, je suis guérie. Voilà. Prends rendez-vous. Je te le redirai. On peut déjà programmer ça dans son calendrier Google, en fait, hein. C'est ça qui est formidable. Il faut prendre des décisions, hein, dans la vie. Oui. Mais ça fait partie de justement ton petit formatage de ton cerveau aussi, de le verre à moitié vide et à moitié rempli. Tout ça, c'est tout à fait. En fait, tout est assez logique. Oui. Alors, Fabienne, voilà, écoute, on a de nouveau, c'est fou, avec toi, je vois pas le temps passer. Voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Alors, comment est-ce que tu aimerais clôturer ce podcast? J'ai envie de reprendre là cette phrase que je vois ici. Quand enfin tout s'éclaire, devenir la personne que l'on veut être, retrouver une place dans la société, se reconnecter, renouer. Voilà. Comment est-ce que tu as envie de terminer ces 2 podcasts, on va dire cette série de podcasts? Moi, j'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent que la maladie, bien sûr, on peut pas minimiser ce qu'on vit parce qu'on sait toutes que c'est extrêmement difficile, parce que ça met le mental, le corps, enfin tout à mal. Mais que par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que toutes, sans aucune exception, on a en nous les ressources pour essayer un minimum de vivre ça plus sereinement. Ce sera pas tous les jours. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais on peut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de hauts que de bas. Et déjà, si on fait ça, déjà, c'est formidable. Et surtout, il faut garder en nous l'espoir. Il faut croire. Il faut absolument se dire que c'est possible. C'est cette fameuse histoire de 1 chance sur 1 million. On s'en fiche de combien il y a de chances. C'est possible. C'est faisable. Partant de là, pourquoi pas nous, hein, tout simplement. Il y a un dernier petit outil, moi, tu vois, ce qui m'a été très utile pour croire à tout ça, c'est le livre que j'ai lu d'Anita Morjani. C'est un livre qui s'appelle « Et si c'était ça le paradis ?» Et ce livre, c'est un peu l'histoire de cette femme qui était en phase terminale d'un cancer. C'est une Américaine qui a fait beaucoup de conférences par la suite. Et finalement, elle s'en est sortie. Et les médecins, ils n'ont jamais compris. Donc, ils ont dit c'est un miracle. Voilà. Enfin, les médecins n'ont pas dit ça, mais tout le monde autour a dit c'est un peu miraculeux. Et moi, j'ai envie de dire croyez au miracle. Voilà. Au lieu d'assimiler le mot cancer au mot mort, fin, pensez que finalement, c'est peut-être justement le début d'autre chose, d'une nouvelle vie, par exemple. Et mettez tout en œuvre pour croire que tout est possible. Vraiment, tout dans la vie. Écoute, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de clôturer un podcast. Et puis, qu'est-ce que ça coûte en fait je veux dire, ça n'apporte que du bonheur en fait. Au pire, on n'a rien à perdre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est totalement gratuit et c'est. Écoute, Fabienne, vraiment, merci de tout cœur. Là, tu peux pas savoir combien de choses j'ai notées, là, toutes des petites phrases fortes, tu vois. Je rajoute ça dans mes boîtes à outils. Si tu pouvais aussi m'envoyer ce livre-là de Anita Morjani, comme ça, je vais pouvoir tout mettre dans ta page. Donc, je peux faire un petit lien avec, si tu veux, tous les livres que j'ai lus et qui m'ont vraiment aidé. Ce serait absolument formidable parce que voilà, tu auras ta page sur. Parce que c'est pas le seul. Hein. Voilà. Il y en a d'autres. Ta page sur mon site qui est un peu, je donne toujours l'image de, c'est comme si tu avais une chambre dans ma maison et tu décores complètement ta chambre avec tout ce qui t'a aidé. Et comme ça, c'est une boîte à outils, une boîte à trésors aussi pour les autres. Vraiment, merci Fabienne. Et avec puis, grand plaisir. Et puis voilà, en tout cas, bonne journée demain, 2e journée à l'école. Je sais que c'est Alors non, je reprendrai, moi je travaillerai le lundi et le mardi. Ah, le lundi. Voilà, aujourd'hui j'y suis allée un petit peu juste pour que mes élèves, pour qu'on puisse faire
connaissance. C'est quand même un grand jour aujourd'hui quand même, où tu as retrouvé tes élèves après 3 ans. C'est quand même, c'était très très dur d'être calme, parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais comme une pile électrique. Surexcitation, donc voilà. Ça. Énorme bisous à toi, merci de tout cœur. Merci Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.